Et donc, on va donner la parole à Mitija Davarpana. Je suis bien là. Monsieur le Président, mes chers confrères, je suis très heureux de présenter cet après-midi devant l'Académie de chirurgie. Nous allons changer totalement de sujet par rapport, je dirais, à la chirurgie lourde que nous avons vue. Et je suis très heureux parce que la place de l'implantologie en chirurgie, en stomatologie, en chirurgie maxillofaciale a vraiment augmenté au cours de ces 20 dernières années. Et l'implantologie a été décrite par des chirurgiens orthopédiques. Et nous, les stomatologistes, les chirurgiens dentistes et en chirurgie maxillofaciale, finalement, tout a été copié au tout début de la chirurgie orthopédique. C'est un chirurgien orthopédique suédois qui s'appelait le professeur Bradmark, qui, il y a maintenant bientôt 40 ans, a mis au point ce qu'on appelle un ancrage osseux pur avec des implants en titane pur. Et vous voyez donc ici, nous avons à ce niveau-là donc un patient qui est un patient à peu près de 84 ans, qui était édenté, petite greffe osseuse, quelques implants, son bridge. Donc on arrive à réhabiliter les patients avec des taux de succès prothétiques qui sont extrêmement élevés, aux alentours de 95%, et taux de succès chirurgicaux aux alentours de 90% selon les techniques. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fiable. Et comme toute chirurgie, il existe des protocoles. Il y avait de nombreux protocoles en implantologie qui ont été émis par ce chirurgien orthopédique, mais qui vraiment s'est spécialisé en chirurgie maxillofaciale à force de travailler donc au niveau chez l'animal et chez l'être humain. Et il y avait un certain nombre de protocoles, et ces protocoles, naturellement, il fallait un matériau biocompatible, il fallait qu'il y ait une ostéo-intégration, c'est-à-dire un contact étroit entre l'implant et l'os. Il ne fallait pas qu'il y ait de tissu mou, sinon ça faisait une espèce de pseudarthrose. Les implants, à l'époque, étaient à surface lisse. On enfouissait les implants par copie de la chirurgie orthopédique et on attendait assez longtemps avant de mettre en charge donc les prothèses. Et finalement, tout a changé et il ne reste plus que ces les deux premiers paradigmes qui restent. Maintenant, nous utilisons des implants à surface rigueuse parce que nous avons copié des chirurgiens orthopédistes. On met des implants en un seul temps chirurgical. Chez les patients édentés complets, les prothèses sont mises en place en général 24, 48 heures, 72 heures maximum après. Les tracés d'incision, comme dans toutes les chirurgies, ont totalement changé. Au tout début, il était interdit de prendre des radiographies post-opératoires. Les bridges devaient être soi-disant en résine. Donc finalement, tout a évolué parce qu'il y a eu des besoins et les chirurgiens ont essayé et ont vu que parmi tous ces, je dirais, ces protocoles, il y avait des choses qui avaient été édites par un patron et que c'était important pour cadrer la chirurgie, pour pas qu'on ait les complications dont vous venez de parler, mais que finalement ces protocoles pouvaient être remis en cause. Et donc maintenant, nous avons également, dû au traumatisme en chirurgie maxillofaciale, de nombreux patients qui ont des dents qui avec le temps s'ankylosent. Autour du dent, vous avez ce qu'on appelle un ligament parodontal. Lorsqu'il y a une compression par un accident de ce ligament parodontal, l'os entre en contact direct avec la racine et la racine est plus ou moins mangée. C'est ce qu'on appelle donc un phénomène d'ankylose. Nous avons également dans la population beaucoup de dents incluses, c'est-à-dire que les dents ne descendent pas, surtout au niveau des canines, au maxillaire supérieur, également à titre moindre à la mandibule, et ces dents naturellement sont au niveau de la chirurgie sont gênantes puisqu'on ne peut pas mettre d'implant. Donc par hasard, par chance, notre équipe a essayé il y a maintenant à peu près 9 ans de mettre en place des implants au début de manière très timide au contact de racines incluses, au contact de dents incluses, et on s'est rendu compte que finalement ça se passait pas si mal, et je vais donc vous présenter un petit peu le sujet de notre étude. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez à ce niveau-là une racine qui est incluse? Si vous voulez extraire cette racine qui est totalement ankylosée, c'est absolument impossible, et finalement on détruit tout l'os, il faut faire des greffes osseuses, et le traitement devient compliqué. Donc aujourd'hui, la question de se poser, est-ce que l'on peut de manière fiable, en prenant toutes les précautions pour le patient, de mettre directement l'implant en considérant finalement cette racine de la dentine en voie finalement de résorption et en voie d'envahissement par l'implant sous-jacent. La même chose pour des canines incluses. Quand vous voyez ça, les experts, il y a pas si longtemps, même peut-être maintenant, c'est une faute médicale grave que de faire ce que l'on voit ici sur votre droite. Tout a commencé il y a maintenant dans les années 92 où, avant de mettre en place des implants, on se rendait compte que lorsque la dent était ankylosée, d'abord la chirurgie était difficile, longue, il fallait détruire souvent pas mal d'os, et qu'une fois qu'on avait
enlever la dent, il y avait donc une première chirurgie, puis une deuxième chirurgie pour la mise en place de l'implant, une greffe osseuse, puis une troisième chirurgie pour désenfouir, donc des traitements qui étaient extrêmement longs, avec des résultats esthétiques qui étaient certes satisfaisants. Là, on voit le suivi sur de nombreuses années au niveau de l'ostéo-intégration, mais avec le temps, même si ça vieillit pas si mal, on voit qu'on a des petits problèmes au niveau de la gencive. Pourquoi? Parce que quand vous détruisez l'os, il est très difficile, lorsqu'on n'a pas une paroi osseuse satisfaisante à l'extérieur de nos implants, c'est très difficile d'avoir un résultat esthétique au long terme. Et donc, les premiers cas que nous avons traités, on s'est dit, voilà, on expliquait aux patients, on considérait cette espèce de traumatisme comme si c'était de l'os, et en une seule chirurgie, on mettait en place l'implant, et vous voyez donc au niveau des suivis, ça permet donc d'avoir un niveau osseux qui est extrêmement satisfaisant, avec un résultat esthétique simple et satisfaisant, c'est-à-dire que vous décoronez la dent, vous mettez en place votre implant et le confrère fait la prothèse, donc selon les protocoles, 3 à 6 mois, ça c'est pas très important, mais c'était le principe, c'est de considérer que cette racine en voie de résorption était un devenir osseux. Donc nous avons fait une des premières publications internationales sur le sujet, c'était juste un case report. Et l'autre chose également, nous sommes donc en frontière de l'ostéo-intégration, c'est qu'en chirurgie maxillofaciale, en stomatologie, on a très souvent des patients qui arrivent comme ça, et nous avons eu dans quelques cas cliniques, on voit que quel que soit le talent du chirurgien, à partir du moment où vous commencez à enlever la dent même de manière délicate, les pertes osseuses sont considérables, et on sait en chirurgie orthopédique, dès que vous avez des tissus mous au contact de l'os, c'est toujours le tissu mou qui gagne, et la régénération osseuse, même par greffe autogène, est souvent complexe, difficile, avec une stabilité du greffon qui est pas extrêmement simple, surtout lorsque ce sont des dents qui sont vers l'avant, des dents antérieures. On ne peut pas laisser les patients sans prothèse, donc il y a une compression des prothèses qui entraîne une moins bonne prise de la greffe osseuse. Donc avec des catastrophes esthétiques, et même entre les meilleures mains, sont difficiles donc à corriger. Donc l'idée que nous avons eue sur certaines patientes, c'était une patiente donc qui avait un travail qui était mannequin, et on lui a dit que basé sur des concepts, je dirais, histologiques, à partir du moment où on tape dans cette dent, en milieu fermé, on revient un petit peu à faire de la chirurgie orthopédique. Et donc nous avons commencé, comme vous le voyez, c'était un des premiers cas, et comme on avait un petit peu peur, donc on a essayé de détruire un maximum de structures dentaires avant donc finalement de mettre l'implant. Et on essayait de parler à l'époque de pourcentage de contact os-implant par rapport à dentine-implant, et ce qui nous a permis, on a du recul sur ces patients. Maintenant, certains patients de 9 ans, celui-ci donc de 8 ans, on voit qu'on a quand même des résultats esthétiques relativement satisfaisants, avec une chirurgie qui devient extrêmement simple lorsqu'on suit le protocole que je me permettrai de vous exposer dans un instant. Donc, autre chose, c'est un monsieur qui a un appareil, malheureusement, vous voyez, il y a des carrés partout, au niveau terminal. Ici, ce n'est pas une canine, mais une prémolaire incluse. Donc, sur le scanner que vous verrez tout à l'heure, si vous désirez retirer cette dent, on risque une fracture de la mâchoire. Donc, après lui avoir expliqué notre protocole, fait toujours une simulation informatique avec les logiciels formidables que nous avons, comme dans toutes nos spécialités. On a vu que si on transperçait à ce niveau-là, cette dent a été considérée comme ankylosée, et voici le type de résultat que l'on peut obtenir. Donc, véritablement, on simplifie la vie des patients avec ce type de protocole, en sachant que ce sont des protocoles qui ont quand même peu de recul récent. Nous avons également fait donc une publication là-dessus. Donc, un autre, pour expliquer le protocole, finalement, il est extrêmement simple. Donc, on a le scanner, on voit à ce niveau-là que, quel que soit le talent des chirurgiens, la largeur donc, et la longueur de la dent font que si jamais vous touchez à ça, tout va s'effondrer. Et de greffer, lorsqu'on n'a pas de petite paroi, quel que soit le type de chirurgie, c'est extrêmement dur. Et même avec des belles greffes autogènes d'origine pariétale, on a des résorptions qui sont considérables. Donc là, le but, c'est de simplifier à outrance, basé donc sur des études histologiques et des faits cliniques. Voici donc comment on fait donc la mise en place de l'implant. Après, on a des forêts, c'est vraiment de la technique relativement simple. Les patients viennent naturellement pour avoir des dents et pas pour avoir des implants. Donc, il y a des guides, celui qui fait la prothèse prépare. Il y a des forêts progressifs qui permettent donc, et avec également, il y a des nouveaux systèmes implantaires qui sont des implants qui permettent d'avoir un contact manuel très satisfaisant. Et ce sont des implants qui, lorsque vous les vissez, compriment l'os, et lorsque vous les dévissez, finalement coupent l'os. Donc ce sont des techniques avec des techniques de va-et-vient pour respecter naturellement l'os. Et que là, vous voyez ici vers l'extérieur, on a donc une épaisseur d'os satisfaisante, ce qui est le garant
d'un résultat esthétique à long terme. On greffe quand même avec des biomatériaux pour avoir une surcorrection. Et puis, voici donc juste pour vous montrer d'un point de vue radiographique. Et la dent a vraiment été totalement transpercée. On voit les différentes coupes histologiques sur un cône mine de contrôle. Voici donc le résultat esthétique avec le bombé et une chirurgie finalement en une seule intervention. On n'a pas fait, je dirais, de greffe osseuse autogène, donc les choses sont quand même relativement simples. Au niveau de l'intervention en elle-même, donc tout dépend lorsque les praticiens se lancent au début. Le but c'est de détruire quand même un maximum de dents, donc on passe différents forêts. Selon la technique, soit vous voulez avoir un pourcentage de contact, comme je l'ai dit tout à l'heure, os, implant important, donc toujours en ne touchant pas à l'os qui est à l'extérieur, à l'os qui est à l'intérieur, avec des micro-instruments, on essaye avec des forêts de diamètre croissant, on essaie donc de détruire un maximum de structures dentaires, d'avoir finalement un puits où il n'y a peut-être pas beaucoup de dentine afin de mettre l'implant. Ça, c'était en général avec nos premiers cas. Donc, toujours, lorsqu'on s'est lancé dans cette technique, c'était assez, je dirais, audacieux, voire hasardeux. Donc, on n'a pas eu de réaction inflammatoire. Les douleurs post-opératoires sont vraiment extrêmement minimes. On n'a pas eu de complications de traitement de racines. Une fois, on avait donc lorsque vous avez des dents qui sont incluses, parfois les dents touchent l'extrémité d'une autre dent, et lorsqu'il y a deux racines, on a touché une racine adjacente, et donc un traitement de racine a été réalisé. On n'a pas eu d'échec, je dirais, implantaire précoce. On a une fois eu une régénération osseuse insuffisante lorsqu'on a mis 2 implants dans une canine. C'était également une première. Et naturellement, je vous parlerai dans un petit instant qu'est-ce qui se passe au niveau de l'interface. On n'a pas eu de maladie comme maladie gencive de périimplantite encore. Ça va peut-être venir. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'échec implantaire tardif. Donc encore une fois, ce sont des résultats extrêmement préliminaires que nous allons bientôt publier. Il y a 2 autres équipes en France qui le font. Il y a 3 équipes aux États-Unis. Vous voyez, les chiffres sont peu importants. On a en tout 14 plus ici 9, donc peu de patients. J'en ai fait un d'ailleurs ce matin. Donc les patients viennent un peu de partout parce que c'est assez intéressant de se rendre compte qu'avec une technique simple, on arrive à avoir des résultats qui sont extrêmement satisfaisants, en sachant qu'au maximum, on perd l'implant, au maximum, donc on dépose l'implant, et on peut naturellement refaire une greffe osseuse si jamais ça devait arriver. Donc on essaie d'avoir des informations éclairées du patient extrêmement précises. Donc au niveau de l'interface, dans notre spécialité, on peut avoir l'interface entre l'implant et tout ce qui se passe autour. Et au niveau des études dans une publication allemande, on voit véritablement que probablement lorsqu'on perfore entre le contact entre l'os et l'implant, il y a toujours un caillot sanguin et il y a toujours donc une minéralisation et de l'os qui se forme au contact de la dent, quel que soit l'espace laissé. Donc, pour l'instant, au niveau de nos résultats préliminaires, tout se passe très bien. Nous sommes très prudents quand même avec les consentements éclairés. L'idéal, naturellement, lorsqu'il y a une canine incluse, l'idéal, c'est de faire toujours un traitement d'orthodontie. Donc, pour tracter la dent avec l'orthodontiste, c'est une intervention chirurgicale, on colle un bracket sur la dent et la dent est tractée dans la bouche. Donc, si les patients sont jeunes, il faut absolument les pousser à faire ce type de traitement. Tous les traitements qui ont été faits, ce sont des patients qui ont plus de 30 ans. Ça peut être refusé. Certains patients, pour des raisons professionnelles ou personnelles, refusent le traitement d'orthodontie, qui est le traitement de choix. Naturellement, l'âge du patient est important, le désir d'avoir un traitement non invasif. Encore, j'essaie vraiment d'expliquer qu'on peut avoir des échecs et que ça va certainement venir, et que si les exigences esthétiques sont extrêmement importantes, ça permet encore une fois d'avoir une approche entre guillemets conservatrice. L'approche doit être pluridisciplinaire en faisant appel à un traitement avec un orthodontiste. Faut voir naturellement avec tous les scanners, la reconstruction 3D, si oui ou non on peut, l'approche chirurgicale est réaliste, et la validation par le dentiste qui va faire la prothèse, et naturellement l'information éclairée du patient est capitale dans des techniques qui sont quand même des techniques extrêmement récentes. Pour nous, donc, la conclusion, c'est que ces traitements sont des traitements simples, qui ne sont pas invasifs. La possibilité encore de changer de paradigme. On a donc montré sur certaines coupes histologiques qu'on a véritablement partout de l'os autour de notre implant, même lorsque l'implant semble être en contact avec les racines. Les critères d'exclusion doivent être précis afin de bien informer les patients. La documentation clinique
doit être développé. On montre aux patients tout ce qu'on a fait comme cas clinique. Pour l'instant, tout ce qui est retour esthétique est satisfaisant. Ça ouvre des perspectives et donc ça montre qu'en chirurgie, tous les dogmes tombent. Il faut être prudent dans la technique et l'information éclairée du patient est pour nous importante. Donc j'étais heureux de vous présenter cette technique qui est pour une fois également dans notre domaine une première française et nous avons donc de nombreuses publications en France et pour l'instant 3 publications internationales. Merci de votre attention. Alors, avez-vous des questions à poser à l'orateur sur la technique, sur les résultats? Les reculs les plus longs que vous avez sont de C'est combien? 9 ans. 9 ans. C'est pas très important, 9 ans. Alors, si je peux faire un petit commentaire d'orthopédiste, parce que Ah oui. il se trouve que je suis membre libre de l'Académie dentaire, entre autres, et qu'on m'avait à une époque nommé président de la commission d'implantologie de l'Académie, pensant que les orthopédistes étaient très bien placés pour s'occuper de ce genre de problème. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose que ce que nous, on voit. Quand on fait une reprise de prothèse, par exemple, on a un os qui est souvent assez soufflé, à condition qu'il y ait une stabilité de l'implant, on peut avoir une repousse osseuse même à distance, même si l'implant ne colle pas strictement à l'os. Et la question que je me pose pour vous, c'est la stabilité primaire, parce que ça ne fonctionne, en fait, cette réimplantation, qu'à partir du moment où l'implant est bien fixe. Or, vous mettez ces implants quand même dans des cavités qui sont assez élargies, au milieu d'un tissu, si j'ai bien compris, qui n'est pas osseux en grande partie. La prise osseuse, elle est juste en bout d'implant, hein, j'ai cru voir. Et est-ce que ça tient toujours suffisamment pour que la réhabilitation soit fiable, ou est-ce que vous avez de temps en temps des difficultés de fixation primaire qui vous font renoncer ou reculer? On a beaucoup de chance. Moi, souvent, lorsque je bouge avec mes implants d'une clinique ou d'un hôpital à l'autre, je m'appelle le quincaillier. Donc je crois que c'est comme vous en chirurgie orthopédique, on a beaucoup de chance parce qu'on a des formes d'implants différentes, avec des longueurs différentes, des diamètres différents. Et même si on a une petite dent, on peut parfois avoir un diamètre de l'implant qui est beaucoup plus large. Et après, la correction protéique se fait parce que le col est plus petit. Donc on a vraiment beaucoup de chance lorsqu'il y a de l'os, parce que là, il y a beaucoup d'os. En général, on met des implants qui sont pour nous très longs, qui sont en général de 18, 20 mm ou au moins 15 mm. Donc la stabilité primaire, de toute manière, la stabilité primaire doit être au moins supérieure à 40 Nm/cm. Sinon, on est obligé de changer de... par exemple, la vidéo que j'ai montrée, c'était une chirurgie en direct, il y avait une petite vidéo, et comme c'était assez récent, il y a quelques années, pour ne pas qu'il y ait trop de brouhaha dans la salle, j'avais décidé de détruire beaucoup de structures dentaires. Donc j'avais mis finalement un implant qui était assez gros pour pouvoir obtenir une stabilité primaire, parce qu'avec un implant entre guillemets standard, je n'avais pas réussi à avoir la stabilité primaire. Et vous nous aviez montré il y a quelque temps une programmation par informatique de vos implantations. Est-ce que ça rentre en jeu dans ce type de technique? Oui, on le fait systématiquement, mais ça me faisait sourire lorsqu'on parlait tout à l'heure par rapport à la cystoscopie. C'est la même chose, c'est qu'on est reparti à fond dans la chirurgie assistée par ordinateur, et nous, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur d'os, il n'y a pas de risque vasculaire comme ça, mais c'est vrai que certains praticiens sont partis à fond dans la chirurgie fermée, c'est-à-dire sans ouvrir, et vous avez le gros problème, c'est la reproductibilité de tous ces mécanismes, et on se retrouve même parfois dans des chirurgies en direct où les implants sont totalement en dehors, mais en dehors, c'est-à-dire 3, 4, 5 mm, ce qui est considérable. Donc, toutes ces techniques de pointe, il faut savoir bien les maîtriser, et la courbe d'apprentissage, comme disait le confrère, la learning curve est très importante. Avez-vous d'autres questions à poser? Merci beaucoup pour cette communication très intéressante. Et donc, nous levons la séance.